Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire de la JE, probablement l'un des derniers avant notre assemblée générale du 20 juin, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant. Vous le savez, nous allons évoquer une fois de plus les élections européennes, mais cette fois sous un angle assez différent. Plutôt que de faire parler un candidat, nous allons faire parler des observateurs très avertis des questions financières européennes. Vous le savez, l'UE a publié pratiquement l'intégralité des textes qui constituent le fameux pacte vert, tellement décrié à droite. En principe, ce corpus juridique et réglementaire doit permettre à l'Union d'abattre de 55% ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. C'est, à ma connaissance en tout cas, la plus haute ambition climatique des grands blocs géopolitiques en ce moment. Deux écueils doivent néanmoins être évités. D'abord, le détricotage des textes durant la prochaine mandature, c'est en partie l'enjeu des élections européennes du 6 au 9 juin. Et puis surtout, un sujet qu'on évoque moins, qui est le manque de financement de ces politiques. C'est un secret pour personne, l'Union européenne manque d'argent, son budget représente moins de 1% du PIB européen et les États rechignent, notamment la France, à accroître leur participation au budget communautaire. Le deuxième gros problème qu'on évoquera, c'est que l'Europe doit rembourser l'emprunt de 800 milliards d'euros qui a financé le programme Next Generation EU et qui a permis de relancer la machine économique après la pandémie de Covid. Si les États empêchent l'UE d'accroître ses recettes, Bruxelles devra naturellement utiliser l'essentiel de son budget, le fameux 1%, pour rembourser sa dette, ce qui limitera d'un autre côté ses capacités d'investissement et de financement de l'atténuation et de l'adaptation et de beaucoup d'autres choses. À moins bien sûr que les 27 n'autorisent Bruxelles à augmenter ses ressources propres, ce qui pourrait passer par une captation de l'allocation des recettes de l'ETS ou du futur mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'UE. On peut imaginer aussi d'autres mécanismes, mais pour évoquer tous ces sujets, je pense qu'il vaut mieux laisser faire des professionnels. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Martini, qui est une spécialiste de la finance primaire que nous avons accueillie à plusieurs reprises à la JE, et Olivier Baudin, qui est un ancien haut fonctionnaire européen, qui a travaillé comme économiste à Ecofin, qui s'est beaucoup occupé aussi, c'est un sujet qui vaudrait à lui seul un autre webinaire de l'aide financière au Balkan une fois que ces pays seront finis de se taper dessus. Et il est un spécialiste des questions budgétaires de l'UE. Pour commencer, je pense qu'on peut lancer la discussion avec Mireille Martini qui va nous dresser un portrait de haute altitude du financement du pacte vert. Mireille, the floor is yours, comme on dit en mauvais anglais. Parfait. Merci Valérie. Bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un état des lieux des questions qui se posent autour du financement du pacte vert, peut-être pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, Olivier nous parlera du lien très important entre ces questions de financement au niveau de l'UE et les conséquences potentielles sur les budgets nationaux. Et ensuite, on aurait un temps de questions-réponses pour approfondir et discuter aussi de ce que vous en pensez ou de ce que bon vous semble. Moi, personnellement, il me semble que c'est des sujets qui ne sont pas du tout couverts par la presse, sur lesquels l'information est assez déficiente. Donc, bien sûr, c'est des sujets assez techniques, mais je trouve qu'on n'est pas bien informé du tout. Je trouve aussi que le débat politique ne se penche pas du tout assez sur ces questions-là. Donc, je suis ravie d'avoir l'occasion d'en parler un petit peu. Pardon, Alors, Mireille, excusez-moi, oui, 2 secondes. Anne-Laure Frémont, vous avez une question ou une remarque ou quelque chose avant qu'on ne commence? Parce que je vois votre main levée. Non? Une fois, deux fois, trois fois. Bonjour. Oui, non, c'est une erreur. Désolée. Non problème. Mireille, pardon. donc, je commence. Donc, la première chose à rappeler, c'est que euh, l'Union européenne n'est pas la seule à avoir des difficultés à financer ses engagements climatiques, puisque au niveau mondial, on a à peu près un retard de 5 sixièmes
sur le financement des politiques net zéro. L'ordre de grandeur, ça serait 6 000 milliards de dollars par an et on n'est même pas à 1000. Bon. Donc, ce cadre général étant posé, Valérie a rappelé les objectifs du pacte vert, donc 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, et en gros 1000 milliards d'euros d'investissement pendant 10 ans, avec comme destination donc des destinations que vous connaissez sans doute, transport, industrie, énergie, bâtiment, écosystème et financement à l'extérieur de l'Europe. Donc, tout ce que je présente sur ces slides, c'est des données publiques et je vous ai mis les liens d'où je tire ce discours. Alors, euh, ici, je vous ai mis un résumé d'une tribune de Jean Pisani-Ferry qui est paru il y a quelques mois et qui résume l'essentiel des problématiques. Donc, en fait, l'essentiel est là-dessus et ensuite, on va dérouler le détail et l'explication de ça. Donc, la situation, c'est que actuellement, l'Union européenne alloue à peu près 50 milliards d'euros par an au financement climatique. Mais l'essentiel de cette somme provient du plan de relance post-pandémie Next Generation EU. Or, ce plan, il réduit la voilure de financement à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire que à partir de 2027, le montant qui sera disponible pour financer les engagements verts, c'est plus 50 milliards, c'est 20 milliards. Donc, 20 milliards, on est très très loin de ce qui est nécessaire, puisque ça représente à peu près 0,3% du PIB de l'UE, et que les investissements nécessaires pour atteindre l'objectif climatique en 2030 sont autour de 2% du PIB, avec à peu près la moitié d'investissements publics. Et Pisani-Ferry dit 2%, mais j'ai vu hier un rapport d'Allianz qui dit 3%. Donc, si on prend 3% du PIB comme besoin pour financer les objectifs climatiques, on est en réalité à 0,3% aujourd'hui, c'est-à-dire un dixième, dont en plus, une partie s'arrête dans 2 ans. Donc, on peut dire que le pacte vert aujourd'hui n'est pas financé. Alors, face à cette situation, il faut un nouveau plan d'investissement européen dont la taille est estimée par Pisani-Ferry à 180 milliards d'euros par an quand même entre 2024 et 2030. Et ce plan de financement, il peut consister en deux solutions qui sont donc pour l'instant complètement hypothétiques. La première, c'est d'allouer à l'Union européenne une plus grande part des recettes des ventes de quotas. Et la deuxième, c'est d'emprunter davantage. Bon. Et emprunter davantage, évidemment, si on emprunte, il faudra avoir des ressources pour financer cet emprunt. Donc, on a un gros manque de financement et Olivier nous expliquera pourquoi les nouvelles règles budgétaires qui viennent d'être approuvées en 2024 relient directement ce manque de financement à une éventuelle ponction, en fait, sur les budgets nationaux qui donc pourraient tout aussi bien contraindre les politiques sociales, économiques et climatiques au niveau des pays. Donc, une fois ce cadre général posé, ce que je vous propose, c'est de voir le détail. Donc, le budget européen, alors quand on parle du budget européen, pour être bien clair, on parle du budget là au niveau de l'Union, pas de la somme des budgets nationaux. Et ce budget européen, il a profondément changé de nature en 2020. Il y a un avant et un après 2020. Donc, au passage, les quelques slides que je vous montre ici, je les ai tirés d'une très bonne source, qui est le site tenu par François Ecal, qui s'appelle FIPECO, qui est un observatoire très précis et très fiable, à mon sens, des finances publiques françaises et européennes. Donc, là, vous avez le budget 2020 des dépenses de l'Union européenne, qui représentait donc un total environ de 163 milliards d'euros. Donc, en gros, il y a deux gros postes.
Le plus gros poste budgétaire s'appelle croissance durable et ressources naturelles. En fait, c'est la politique agricole commune. C'est le paquet de 60 là, que vous voyez à gauche. Et à droite, vous avez un paquet de 59 qui s'appelle cohésion économique, sociale et territoriale et qui consiste très largement en des dépenses pour des infrastructures de bâtiments et de transport. Donc ça, c'était le budget en 2020. Donc, ces dépenses, comment étaient-elles financées? Elles étaient financées à 80%, donc la très très grosse majorité, par un prélèvement de 1,2% sur le revenu national brut de chaque État. Pour la France, par exemple, ça représentait en 2020 24 milliards d'euros. Ça ne fait pas tout à fait 100%, donc pour faire 100%, il faut rajouter la TVA intracommunautaire qui est de 0,3%, et puis des droits de douane sur les importations et taxes agricoles qui sont très très faibles, hein, qui représentent 20 milliards d'euros de douane, puisqu'il faut rappeler que plus des trois quarts du commerce de l'Union européenne se fait en franchise totale de droits de douane avec l'extérieur. Et à ce budget qui est donc essentiellement un budget qui provient en fait des ressources qui proviennent de 1,2% du revenu national brut de chaque État, il faut ajouter une nouvelle taxe sur les emballages en plastique non recyclés qui a été ajoutée en 2021, mais qui est quelque chose de peu important pour l'instant. Alors, au passage, le revenu national brut, c'est presque comme le PIB, sauf que le PIB, c'est l'ensemble des ressources produites par les agents à l'intérieur et à l'extérieur des pays, alors que le revenu national brut, c'est uniquement les agents résidant dans un pays. Voilà. Alors, en 2020, le budget européen, il a complètement changé de nature avec l'introduction donc, de ce nouveau programme Next Gen EU. Donc, la Commission européenne a fait un nouveau cadre financier pluriannuel de 2021 à 2027 qui comprend maintenant 2 milliards, et non pas 1 milliard comme avant, de crédits d'engagement, ce qui correspond à 1,8%, donc presque 2% du revenu national brut des États membres, alors qu'avant, c'était 1,2%. Donc un doublement. Donc, ce doublement, il s'est fait par l'ajout d'un plan budgétaire Next Generation EU. Donc, Valérie a dit, c'était 750 milliards d'euros en 2018, donc ça fait 800 milliards d'euros maintenant. Et en termes budgétaires, les crédits sont ventilés dans les mêmes rubriques que celles qui étaient utilisées sur la période précédente, mais vous allez voir que c'est principalement en fait la ligne de la politique agricole commune qui a été utilisée. Donc, ce qui est dit dans les documents, c'est 30% de ce donc 2021-2027 doivent être affectés au changement climatique et 20% au digital. Mais là, je voudrais faire une nuance très importante, c'est que cette affectation au changement climatique, elle est comptée, elle est comptabilisée comme le budget vert de la France, par exemple, c'est-à-dire c'est une convention d'attribution verte. S'il y a une contribution importante, par exemple pour une énergie renouvelable, on va compter 100%. Si on considère qu'on a une contribution modérée, par exemple pour des bâtiments sociaux à valeur environnementale, on va mettre 40%. Sinon, on est zéro et on ne compte pas les contributions négatives. Et, par exemple, s'il y a des projets digitaux qui nuisent à l'environnement, ça compte pas. Donc, c'est une convention d'attribution. C'est pas une destination euh, par utilisation des fonds par nature climatique. Donc, quand même, il faut quand même bien comprendre ça pour voir ce qu'on va nous dire qu'on a affecté au changement climatique. Donc, ça, c'est un tableau qui montre donc le Next Generation EU, en fait. Les nouveaux crédits ont été affectés essentiellement sur cette ligne budgétaire, cohésion et résilience des valeurs. Voilà. Et donc, ça montre le doublement, en fait, du budget européen. Euh, il y a un avant 2020 et un après 2020. Alors, qui bénéficie de cette nouvelle enveloppe, donc de plus d'1 milliard de nouveaux crédits? Donc, la facilité en question,
Bon, donc il y a des détails, enfin, c'est essentiellement une facilité dite RFF, facilité reprise et résilience. Elle est en fait ventilée. Pour moitié, c'est des prêts aux États membres, donc des prêts qu'il faudra rembourser, et pour 52% des subventions. Donc, l'essentiel a déjà été attribué, les trois quarts, euh, selon une grille budgétaire, en fait, en fonction du revenu, de la population et du taux de chômage de chaque pays. Et le reste de la facilité sera attribué jusqu'en 2026 sur la base de plans de résilience que la Commission doit approuver et qui comporte un certain nombre de réformes structurelles euh, avec des étapes cibles. Donc, par exemple, en ce qui concerne la France devrait recevoir au total 38 milliards d'euros au titre de cette facilité qui vont financer le plan de relance de la France à hauteur de 100 milliards, mais attention, sans s'y ajouter. C'est-à-dire que ce n'est pas des ressources supplémentaires, c'est des ressources qui sont allouées par l'Union européenne pour un budget français existant. Donc là, vous avez un extrait du rapport d'Allianz qui est sorti il y a 2 jours, qui est très intéressant d'ailleurs, qui montre qui ont été les bénéficiaires du plan. Et donc vous voyez que c'est très largement l'Italie, l'Espagne, la France, et puis ensuite une somme d'autres pays. Et donc le message important, c'est que ce plan, il est déjà alloué ou quasiment alloué. Et il est déjà alloué ou quasiment alloué sur des programmes existants. C'est du passé, en quelque sorte. Alors, c'est du passé, mais c'est important de comprendre que, enfin, d'être conscient plutôt, que ce Next Gen EU a été fait par un emprunt de l'Union européenne au marché financier privé. Alors, ça, c'est tout à fait nouveau. C'est la première fois que l'Union européenne emprunte massivement. L'emprunt a des échéances de remboursement qui commencent à tomber en 2028 et qui durent jusqu'en 2058. Et contractuellement, le remboursement de cet emprunt, il est garanti par une possibilité d'affecter le budget de chaque État aux ressources de l'Union européenne de 1,2%, comme c'était le cas avant, à 2% pour la période 2021-2027 et au-delà d'ici 2058 si besoin. C'est-à-dire qu'en faisant cet emprunt, les États se sont engagés à affecter une beaucoup plus grosse part de leur budget au remboursement de cet emprunt. Alors, ça, c'est contractuel. Par ailleurs, l'Union européenne planifie, envisage de collecter des ressources dites propres pour rembourser cet emprunt. Donc, ce qui est envisagé, c'est une taxe donc, sur les plastiques qui existe déjà, mais qui n'a pas de raison de rapporter des sommes très importantes. C'est le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est doublé d'un accord international qui a été passé dans le cadre de l'OCDE pour imposer au minimum les entreprises multinationales. Donc, deuxième solution. Et troisième solution, l'affectation au budget de l'Union européenne de la vente des quotas ETS, ainsi que la taxation des secteurs des transports aériens et maritimes. Alors, c'est pas de ça que je voudrais parler en détail, on pourra en parler dans la discussion si vous voulez. Je n'en parle pas en détail parce que pour moi, c'est un peu du vent, en fait, ces ressources propres. Et c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour les agences de notation de crédit qui notent cette dette, par exemple. Euh, Notamment parce que la taxation carbone, le MACF, va poser des questions de mise en œuvre très difficiles dans un contexte qui est un contexte commercial et douanière tout à fait accru, mais aussi d'un certain nombre de traités et d'accords internationaux qui posent par définition que l'Union européenne est une zone de libre-échange, libre de droit, parce que c'est ça le truc.
Donc, dire tout d'un coup qu'on va taxer aux frontières alors qu'il y a des réciprocités et qu'il y a des accords internationaux qui le rendent difficile, c'est pas très concret, disons. Bon. Et donc, j'insiste bien, contractuellement, de toute façon, ce sur quoi repose cet emprunt, c'est pas ses ressources. Contractuellement, ce sur quoi repose pardon, le remboursement de cet emprunt, c'est la ponction sur les budgets nationaux des États membres. Alors, quelques mots là-dessus, parce que je pense que c'est important pour bien comprendre le contexte, ou du moins dans ma vision des choses, c'est important. Donc, comme je vous ai dit, l'endettement au niveau de l'Union européenne, c'est tout à fait nouveau, ça n'existait pas avant. Et ça ne finance pas que NextGenEU. Ça finance aussi d'autres programmes, notamment le programme SURE, qui est un programme de lutte contre le chômage. Donc, aujourd'hui, on a 500 milliards de dettes de l'Union européenne qui est sur les marchés. Et l'Union européenne, tout ça, c'est des choses qui sont, c'est les communications de l'Union européenne aux investisseurs. Donc, elle utilise ces instruments dans le cadre d'un programme central de financement. Et vous voyez là encore qu'elle utilise ces instruments pas seulement pour NextGenEU, dont je rappelle qu'il n'est affecté qu'à un tiers au climat, mais aussi pour tout un tas de choses. Donc, il y a une facilité de 33 milliards d'aide à l'Ukraine. Il y a une facilité pour l'accession et l'élargissement au Balkan, pardon. Et puis, il y a d'autres politiques. Donc, ce, cette dette, elle est structurée par un certain nombre de banques qui sont ce qu'on appelle des primary dealers, c'est-à-dire des banques autorisées qui décident du moment des émissions et qui la placent auprès d'investisseurs. Quels investisseurs? Donc ici, vous avez le type d'investisseur. Vous avez des banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, des fonds d'assurance et de retraite et des gestionnaires d'actifs. Et aussi des trésoreries de banque. Et la nationalité des détenteurs de la dette européenne, ben, c'est quand même beaucoup des Américains, des Européens, notamment l'Allemagne, la France. Vous avez aussi le Royaume-Uni, qui est un acheteur important. Et puis, vous avez quelques investisseurs internationaux, mais la très, très grosse majorité sont des investisseurs européens. Alors, je voudrais insister un petit peu là-dessus parce que d'après moi, euh, comment dire, le message que je voudrais passer, c'est que les marchés financiers sont extrêmement friands de dette publique. Pourquoi? Parce que la dette publique, euh, c'est quelque chose sur lequel, par définition, il ne peut pas y avoir de défaut. Donc, si on parle de la dette publique d'un État qui peut émettre de la monnaie, il peut toujours émettre de la monnaie pour rembourser sa dette. Au niveau de l'Union européenne, c'est pas tout à fait pareil, puisque l'émission de monnaie est au niveau de la BCE. Mais là, le mécanisme qui a été trouvé, c'est une ponction sur des budgets d'États membres qui sont très importants au total au regard de cette dette. Donc, on a la dette étant publique, elle ne comprend pas de risque de remboursement. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que l'État est toujours en mesure d'aborder le remboursement. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir aussi, parce que c'est intéressant, c'est que pour les marchés financiers, la dette, dans les conventions comptables, la dette publique est détenue dans les bilans sans risque. Donc, elle vous rapporte de l'intérêt sans que vous ayez de provision ou de capital à comptabiliser en face pour un risque éventuel de défaut. Ce qui correspond d'ailleurs à ce que j'ai dit avant, il n'y a pas de risque éventuel de défaut. Donc, c'est quelque chose qui rapporte sans avoir de provision pour risque, qui est garanti, qu'on peut trader. Il faut bien se souvenir que cette dette publique, elle a un taux d'intérêt, mais en réalité, ce sont des obligations dont le prix varie tous les jours sur les marchés
en fonction des anticipations des investisseurs et des taux d'intérêt. Donc, au jour le jour, les investisseurs font des plus-values et des moins-values en achetant et en revendant la dette. Donc, évidemment, quand on place la dette, on touche des commissions. Et en plus, au niveau de l'Union européenne, on a toujours un mécanisme de rachat par la Banque centrale si jamais il y a des difficultés. Donc, en bref, les marchés financiers adorent la dette publique. Donc, ce n'est pas eux qui vont freiner quand on a une possibilité d'emprunt. Celui qui devrait plutôt freiner, c'est celui qui est en position de rembourser, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, le budget des États membres. Hein. Donc, pour information, j'accélère un petit peu pour pouvoir passer la parole à Olivier. Donc, la dette de l'Union européenne, ça c'est intéressant aussi, elle est aussi chère que la dette de la France euh, et un petit peu plus chère que la dette de l'Allemagne. Et c'est intéressant de regarder ce que les agences de notation en disent. Donc, les agences de notation disent qu'en fait, pour elles, la stabilité de cette dette et le remboursement, donc ne remboursent pas du tout sur les ressources propres, ça, ils n'en parlent même pas. Ils disent que ben, elle est baquée par les budgets nationaux, donc elle repose sur le budget en fait des trois États membres de l'Union européenne qui ont la plus grosse surface budgétaire et financière, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Avec une Allemagne et les Pays-Bas qui ont la meilleure notation financière, qui sont absolument sans risque, et une France qui est, elle, un petit peu moins bien notée. Donc, il y a bien une garantie conjointe et solidaire aussi, ça c'est très important, de tous les États membres, c'est-à-dire que si par exemple la Hongrie, à tout hasard, décidait de ne pas contribuer à un appel de budget pour rembourser cette dette, la France est totalement solidaire euh, de tous les autres pays. Et c'est-à-dire, on rembourse la part des autres si les autres ne remboursent pas. Donc, voilà. Et pour finir, euh, une autre information très importante, c'est que dans beaucoup de cas pour cette dette publique, c'est le cas par exemple pour la France, la dette de la France n'est pas vraiment remboursable parce qu'elle est trop importante. Il faudrait beaucoup de croissance pendant longtemps pour la rembourser, pour qu'elle diminue. Et c'est pas très grave du point de vue des marchés financiers parce que pour rembourser la dette, qu'est-ce qu'on fait? On en émet de nouvelles. C'est ce qu'on appelle rouler la dette. Mais en ce qui concerne cette nouvelle dette, ce nouvel emprunt de l'Union européenne, ça pourrait être difficile parce que le ministre des Finances allemand a fait part récemment de son opposition à tout nouvel emprunt au niveau de l'Union européenne. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour résumer la situation, il manque à peu près 60% du financement du pacte vert, en considérant qu'il coûte 1 000 milliards d'euros, et que, disons, on dispose actuellement de 37%, disons 40% d'un ex-GNIU de 1 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 40%, mais pas plus. L'emprunt commun ne semble pas être sur la table. Les nouvelles ressources propres qui permettraient d'asseoir une capacité de remboursement me semblent très incertaines. Comme je l'ai bien dit, la capacité de remboursement repose principalement sur la solidité financière et le budget, en fait, à cause du côté conjoint et solidaire hein, de la France, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Et c'est là que se fait le lien avec ce dont va nous parler Olivier, parce que, par ailleurs, en 2024, un nouveau pacte de stabilité a été euh, signé, enfin, a été approuvé au niveau de l'Union, qui va permettre, en fait, à la Commission de poser une trajectoire budgétaire notamment à la France, qui est donc le seul pays de ces trois États solvables qui, pour l'instant, ne respecte pas les critères budgétaires de Maastricht. Donc, Olivier, je vais arrêter mon partage et te laisser la parole. D'accord, parfait. Hop là. Laisse-moi voir où est-ce. J'arrive. Pourquoi? Évidemment. Le bouton qui est au milieu en bas. Oui, oui, non, ça j'ai, mais je cherche le. Ah, le voilà. Voilà, voilà. Hop là. Ça y est, c'est bon? Bon,
Ah, bah, je ne le trouvais plus sur mon écran. Oui, bonjour à tous et merci de m'avoir invité pour cette intervention. Peut-être un mot d'où je viens, parce que vous ne me connaissez pas. Je suis en effet un ancien fonctionnaire économiste de la Commission européenne. J'ai travaillé à la DG Économie-Finance pendant très longtemps, puis sur les questions d'aide budgétaire aux Balkans. Donc ma spécialité, c'est vraiment les budgets nationaux et la macroéconomie de ça. Et donc, j'ai fondé, une fois que j'étais à la retraite, il y a maintenant une dizaine d'années quand même, je viens de recalculer, j'ai cofondé une ONG avec un ami cette ONG s'appelle Green Intervention. Vous pouvez aller sur le site. Nous avons occupé notre temps, et j'ai occupé mon temps essentiellement, à suivre les débats sur la réforme des règles budgétaires liées au pacte de stabilité au cours des 4 dernières années. Et on est arrivé maintenant à la fin du processus. Les règles budgétaires viennent d'être adoptées le 30 avril. Elles sont immédiatement d'application. Et elles seront donc d'application formellement à partir du 1er janvier, à partir de du prochain exercice budgétaire 2025. Mais leur principe a été largement anticipé et on les voit aussi déjà en 2024. Donc, c'est pour l'essentiel, ce sont deux règlements qui ont été adoptés. Euh, un, c'est un règlement dit relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale. Je vais essentiellement parler de la surveillance budgétaire multilatérale. La coordination efficace des politiques économiques, c'est beaucoup il faut que les politiques contribuent aux objectifs européens, etc., etc. J'ai relu mes slides tout à l'heure, et je me suis dit, oh là, je vais donner un fonctionnaire de la commission me reprocherait que j'ai oublié qu'en réalité, on fait beaucoup plus. Mais je suis en effet je suis resté sur le noyau dur, c'est-à-dire véritablement les questions budgétaires et les restrictions budgétaires. Et ensuite, il y a le règlement relatif à la correction des déficits budgétaires excessifs. Je vais moins en parler parce que ça rejoint largement le propos que j'aurai sur la surveillance budgétaire multilatérale. Donc peut-être un élément de contexte sur le changement climatique, les progrès. Vous savez probablement que la politique a annoncé les objectifs de réduction de greenhouse gas, de gaz à effet de serre, GES, excusez-moi, ne seront pas réalisés et que le diagnostic aussi, c'est que les efforts d'adaptation sont insuffisants en Europe. Je vous renvoie là aux différentes documentations de l'Agence européenne de l'environnement qui fait des bilans toujours extrêmement sévères et rigoureux sur ce qui se passe. Ensuite, concernant les besoins d'investissement dont Mireille a déjà parlé, il y en a beaucoup sur le marché en permanence. Euh, Ici, il y a l'Institut Rousseau qui a fait que je pense, un des meilleurs rapports qui a été fait récemment là-dessus. On voit en effet que les besoins d'investissement total supplémentaires pour la période immédiatement qui vient, pour les 7 années à venir, ça se rapproche 4% de PIB, près de 4% de PIB. Ça correspond à peu près aux estimations de la Commission. C'est pour la France, c'est un petit peu moins, mais enfin, ça se rapproche aussi de 3%. Donc, les ordres de grandeur sont assez similaires. J'ai d'ailleurs un gros suspect, je suspecte d'ailleurs fortement qu'il y a un alignement réciproque pour éviter de dévier trop. Vaut mieux se tromper tous ensemble que de se tromper tout seul. Donc, il y a un effet de meute là qui m'inquiète un peu dans les estimations, mais enfin, passons. Concernant les investissements publics maintenant, là aussi, disons que pour l'Union européenne, c'est 1,6% d'investissement public en plus qui est nécessaire de points de PIB au cours des prochaines années, avec des différences entre les pays. J'hésite sur l'Allemagne parce que je sais que l'Allemagne a des infrastructures absolument déplorables. Je me demande comment ils sont arrivés au 1,2%. C'est probablement sous-estimé. Mais enfin, j'ai pas trouvé j'ai pas encore trouvé d'explication. Dans tous les cas, les ordres de grandeur on a besoin d'investissements publics de 2%, de 2 points de pourcentage en plus.
par rapport au niveau qu'ils avaient en 2022. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai simplement mis les taux d'investissement dans l'Union européenne depuis maintenant 2009-2010. Donc il y a eu la période d'austérité jusqu'en 2015, bien connue après la réforme des règles budgétaires précédentes. Une légère une hausse ensuite, j'y reviendrai après peut-être. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une stagnation du taux d'investissement, aussi bien privé que public. Je pense qu'il y a des illusions d'optique. C'est pratiquement, ça stagne pratiquement. Et donc, le fait est que, et ça inclut les investissements financés par Next Generation EU, par la facilité. Donc, et je viens de vérifier pendant que Mireille parlait, c'est pour l'Espagne et l'Italie, plus 1 point de pourcentage de PIB. Tandis que pour l'Allemagne et la France, c'est une quasi-stagnation des investissements publics. En réalité, le Next Generation EU n'a fait que stabiliser grâce au financement de l'Espagne et de l'Italie les investissements publics. Donc, quand ce sera terminé en 2026, en effet, on risque une chute forte des investissements publics dans ces deux pays si on n'a pas de marge supplémentaire dégagée soit au niveau national, soit au niveau européen. Donc, le Next Generation EU a vraiment eu un effet positif sur les investissements publics dans ces deux pays. Pour la France, il y a une légère baisse, vous voyez ici. Non, c'est assez faible la baisse, hein. Je crois qu'il y a des illusions d'optique sur les écrans comme ça. Mais en tous les cas, c'est une petite baisse du taux d'investissement total en 2024-2025. Et on a la même chose en Allemagne aussi pratiquement. Donc ça, c'est pour les éléments de contexte. Donc le problème que Mireille a décrit est tout à fait juste. On a un problème d'investissement et de sous-investissement dans la transition énergétique et dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je vais assez passer bien que ce serait très intéressant j'aimerais bien faire un cours sur l'histoire des règles budgétaires, mais c'est un autre sujet. Donc, en 1980, je vais juste passer les étapes. Traité de Maastricht, avec les valeurs de référence, c'est la désignation exacte, avec une dette publique qui doit rester inférieure à 60% et un déficit inférieur à 3% du PIB. Donc, il y a eu pas mal d'étapes avec des réformes. Après, il a fallu adopter des règlements là-dessus pour pouvoir mettre ça en œuvre. On va voir pourquoi. Une première réforme du règlement qui a été faite en 2005, après que Romano Prodi, qui était à l'époque président de la Commission, avait dit qu'en effet, le pacte de stabilité est stupide, comme toutes les décisions qui sont rigides. Il y a eu la réforme 2011-2013 qui a suivi la crise financière, avec la période d'austérité jusqu'en 2005, une communication en 2015 sur la flexibilité nécessaire pour la mise en œuvre. Vous voyez que chaque fois, on tourne autour du pot, on va voir pourquoi, avec une reprise des investissements qu'on a vu dans le graphique précédent. Vous voyez ici qu'à partir de 2015, ça repart un peu. Euh, et alors en 2020, la suspension des règles en raison de la crise du Covid, puis en raison de la guerre en Ukraine pendant 4 ans. Donc la commission qui termine maintenant n'a pratiquement jamais mis en œuvre les règles budgétaires. Je crois que le commissaire Gentiloni pourra se médailler avec ça, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu à se battre avec les virgules et les points sur les règles budgétaires. Euh, et en 2024, donc, l'adoption des nouvelles règles et application anticipée informellement et première application formelle. Donc voilà, c'est un petit peu où on en est. Et maintenant, je vais essayer de rentrer sur le fond et voir dans quelle mesure ces règles vont aider ou ne pas aider à financer ce gap d'investissement que nous avons constaté. Donc premièrement, l'état des lieux en matière de solde budgétaire et de dette publique. Donc, dans le tableau de gauche, vous avez les 11 pays dont le solde budgétaire dont le déficit budgétaire est supérieur à 3%, avec la France, l'Italie, la Belgique dedans, l'Estonie, la Finlande, la Roumanie, la Slovaquie, et qui ont des dettes, certains des dettes bien supérieures à 60%, d'autres
des dettes inférieures à 60%. Dans le tableau à droite, les pays qui ont certes un déficit budgétaire supérieur un déficit inférieur à 3%, à moins de 3%, à 3%, pardon, je vais y arriver, et une dette brute supérieure à 60%. Et ensuite, vous avez les 10 pays qui respectent les deux critères complètement, dont le solde et dont le déficit est inférieur à 3% et la dette inférieure à 60%. Donc tous les pays qui ne respectent pas un des deux critères vont recevoir, avant le 20 juin, par la Commission, ce qu'on appelle une trajectoire technique, où on va leur dire, voilà, votre solde budgétaire doit évoluer de la façon suivante au cours des prochaines années. Et ils devront eux-mêmes, après, avant le 20 septembre, renvoyer un plan de réforme et budgétaire et de budgétaire à moyen terme qui respecte ces critères. Donc, quels sont les critères maintenant? Donc, on a ici maintenant un encadrement des budgets et des déficits publics et des soldes budgétaires, comme on avait d'ailleurs avant la suspension des règles. Simplement, les principes ont un peu évolué. Je dis un peu parce que c'est vraiment un peu évolué. Euh, donc, quelle est l'idée maintenant quelle est la logique de ce nouvel règlement? Le futur, c'est-à-dire toutes les années à venir, divisé en deux périodes. Il y a d'abord une période d'ajustement, qui est en principe de 4 ans, et qui pourrait être prolongée jusqu'à 7 ans, et les 10 ans qui suivent cette période d'ajustement. Donc on arrive à une perspective de trajectoire à anticiper sur 14 ou 17 ans. Je vous laisse réfléchir à ce que ça signifie en termes de capacité de projeter l'avenir. À la fin de la période d'ajustement, en supposant l'absence d'autres mesures budgétaires, on devra avoir soit que le ratio de la dette publique soit mis sur une trajectoire descendante plausible, je vais expliquer après ce que ça veut dire, ou demeurer à des niveaux prudents inférieurs à 60% du PIB, à moyen terme, c'est-à-dire pendant la décennie qui suit la fin de la période d'ajustement. Donc ça, c'est le premier critère, et qui correspond évidemment à la valeur de référence de 60%. Et le deuxième critère, c'est que le déficit public doit avoir été ramené en dessous de 3% du PIB pendant la période d'ajustement et maintenant est maintenu en dessous de cette valeur de référence à moyen terme. Alors, la Commission a fait un joli petit graphique dans une de ses publications parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement est très succinct sur les techniques de calcul de ce qu'il faut faire en réalité. Tout ceci est renvoyé à un document technique, et j'y reviendrai, qui explique comment on va mettre en musique en quelque sorte ces restrictions. Je vous demande juste de regarder là, à ce stade, le graphique euh, en bas à gauche, donc ici où j'ai le curseur. Vous voyez que c'est le solde budgétaire qui doit, selon ce qui est exigé par le règlement, passer à moins 1,5% du PIB. Non pas à moins 3% du PIB, mais à moins 1,5% du PIB. La raison étant que l'interprétation qui est donnée à la valeur des références de 3%, c'est que, en toutes circonstances, les 3% doivent être maintenus. Donc, même s'il y a une récession, même s'il y a un ralentissement conjoncturel, il faut qu'il y ait suffisamment de marge pour le déficit budgétaire pour qu'il ne descende pas en dessous de 3%. D'où les 1,5%. Ce qui d'ailleurs par rapport à la situation précédente est une amélioration, parce qu'avant c'était 0,5% ou 1% le solde minimum qui devait être atteint. Donc ça c'est une chose. Il y a des choses similaires ici sur la dette, mais je vais pas rentrer trop dans les détails. Mais il y a un problème de fond sur cette affaire. C'est qu'en réalité, ni le solde budgétaire, ni la dette en pourcent du PIB sont sous contrôle direct des autorités. C'est-à-dire que de toute façon, les autorités budgétaires ne peuvent pas décider, même s'ils mettent en place un plan d'assainissement budgétaire terrible,
Ils ne peuvent pas décider que la dette va passer en dessous de 60%. Ils ne peuvent pas décider même que le solde budgétaire, c'est-à-dire les flux, euh, passent très rapidement en dessous de 3 ou de 1,5%, simplement parce que ça mettrait l'économie complètement en désastre. Donc, ils n'ont pas le contrôle direct. Ils n'ont pas le contrôle direct aussi parce qu'il y a la charge d'intérêt qui, de toute façon, ne dépend pas d'eux. Et ils n'ont pas le contrôle direct parce qu'il y a en effet tout ce qui concerne les recettes budgétaires qui vont dépendre de la position cyclique, etc., les dépenses de chômage qui vont dépendre de la position cyclique. Et donc, en réalité, les autorités budgétaires ne contrôlent pas ces objectifs, ni aujourd'hui, ni demain, et encore moins pour les 14 à 17 années qui viennent. Donc, il faut trouver une solution pour opérationnaliser ces objectifs. Et c'est pourquoi il y a eu tellement de règlements qui ont été faits, successifs, tellement de réformes qui ont été faites au cours des 20 dernières années, simplement parce que chaque fois, il a fallu adapter l'opérationnalisation, il a fallu réinterpréter les règles de manière à ce que ça colle avec une réalité mouvante. Malheureusement, j'ai pas retrouvé un speech de la vice-présidente, la vice-première ministre espagnole qui était ministre des Finances à l'époque et qui dit qu'elle en avait assez de passer son temps à lire des papiers qui justifiaient le fait on est quand même dans les règles, bien qu'on n'y soit pas. Et donc c'était un petit peu ça. Donc, comment on fait? On regarde le solde budgétaire, on dit OK, il est égal d'abord aux intérêts payés, deuxièmement aux dépenses nettes dues à la variation cyclique. Alors, la variation cyclique, évidemment, faut la calculer. C'est une déviation par rapport à un PIB réalisable à moyen terme. Donc, on va se dire, bon, mais comment on calcule le PIB réalisable à moyen terme? Et le troisième parti, c'est le solde structurel. Le solde structurel, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quelque chose où on a listé tous les postes de dépenses et de recettes dont on pense qu'ils sont structurels et donc qui vont pas bouger et donc qu'on peut anticiper, c'est un solde déduit. C'est-à-dire on regarde le solde budgétaire total, on enlève les intérêts, on enlève les dépenses dues à la variation cyclique, corrigées en ayant fait une hypothèse sur ce qui est le PIB réalisable à moyen terme en le comparant avec le PIB total, et on arrive au solde structurel. Alors, croissance du PIB à moyen terme, on utilise le concept du croissance PIB potentielle. PIB potentiel, c'est une variable non observable. Donc, on ne sait pas ce que c'est en réalité. Donc, on va faire une théorie pour dire, voilà, ça, c'est le PIB potentiel, c'est ça. Et donc, ça, on va faire une théorie pour dire c'est la production possible sans créer de tension sur les salaires. C'est un concept assez courant en macroéconomie, courant malheureusement d'ailleurs. Et donc, on va faire quoi? On va regarder, on va faire ce qu'on appelle une fonction de production. On va regarder combien de travail on peut avoir, c'est-à-dire qu'on va faire une projection de la population, on va faire une projection, y compris des flux migratoires, on va faire une projection de la participation au marché du travail, comment la participation des femmes va évoluer, comment la participation des jeunes va évoluer, etc. On va regarder comment le marché du travail, les salaires réagissent à un taux de chômage plus ou moins élevé. Donc, on va faire des analyses économétriques et on va trouver le PIB potentiel. Donc, ceux qui sont intéressés pourront me demander où on trouve tous ces calculs. Ils sont tous documentés, mais c'est assez illisible. Mais ceux qui sont intéressés pourront le faire. Et donc, on arrive avec un PIB potentiel. Et donc, à partir de là, on va pouvoir dégager la variation cyclique, c'est-à-dire on enlève du PIB potentiel, on enlève le PIB effectif, et donc on a la variation cyclique. À partir de là, on a une hypothèse sur comment est reliée la variation cyclique du budget à la variation cyclique de la production. On doit faire évidemment une hypothèse sur les taux d'intérêt au cours des 17 prochaines années. Et donc là, on a dit qu'on faisait l'hypothèse et que les taux d'intérêt vont converger vers plus de % dans le moyen long terme. Alors, si maintenant, alors la croissance potentielle telle qu'elle est estimée est en général entre 1 et 1,5% pour tous les pays de l'Union européenne à long terme.
Donc vous avez un taux d'intérêt qui est 2% et une taux de croissance potentielle de 1 à 1,5%. Si vous réfléchissez, si vous avez un endettement, disons que si vous payez 2% en réel, hein, donc disons 4% en rajoutant le taux d'inflation, si vous payez 4% sur votre dette, mais que votre revenu n'augmente qu'avec 3%, donc au fur et à mesure, évidemment, automatiquement, si vous ne faites pas d'économie, votre endettement sur votre revenu va augmenter automatiquement, parce que la dette va augmenter de 4% et le revenu que de 3%, donc les deux, ça va aller, il va y avoir un écart de 1% par an. Et donc, si vous avez systématiquement dans vos hypothèses une croissance attendue qui est inférieure au taux d'intérêt, cela implique que vous allez imposer à tous les pays qui doivent stabiliser leur dette même à un niveau inférieur à 60%, ou qui doivent encore plus, a fortiori, réduire leur taux d'endettement parce qu'il est supérieur à 60%, vous allez leur imposer un excédent budgétaire primaire, c'est-à-dire un excédent budgétaire hors intérêt et dans le moyen terme hors variation cyclique. Et donc ça, c'est extrêmement dur comme politique. C'est extrêmement dur parce que, je ne sais pas si, voilà. Et donc, c'est bien ce qu'on voit là. Ça, ce sont des calculs qui ont été faits par l'Institut Bruegel, qui est un institut à Bruxelles qui est en relation assez étroite avec la DG ECFIN, qui donc maîtrise les codes, je veux dire les codes numériques, les codes de calcul, qui a été fait avant l'adoption et avant les nouvelles prévisions. Mais on va pas sortir beaucoup. Et vous voyez qu'en effet, dans ce que j'ai entouré là, dans cet ovale, ce sont tous les soldes de tous les pays, vous avez la liste des pays ici, les soldes budgétaires primaires, donc c'est-à-dire les soldes hors paiement d'intérêt et les soldes primaires, hors paiement d'intérêt, et vous voyez qu'ils sont en général positifs. Il y en a quelques-uns qui sont négatifs, c'est-à-dire que le pays pourra faire un déficit budgétaire. Ce sont les pays qui sont en bas, ce sont les pays qui ont un très faible taux d'endettement, donc qui n'ont pas besoin de réduire leur endettement, ou bien alors ce sont un ou deux pays, Malte et Chypre, j'ai regardé, qui ont des taux de croissance potentiels calculés très élevés. Et donc où pratiquement leur taux de croissance potentielle sera supérieur au taux d'intérêt. Mais dans tous les autres cas, la mécanique qui est en route, c'est qu'on va demander aux pays d'avoir des excédents budgétaires primaires, après, donc des soldes budgétaires après paiement d'intérêt très, très positifs. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, alors j'ai regardé où on en est en 2024, et donc si vous voyez jusqu'ici, euh, tous ces pays ont des soldes négatifs en primaire. Donc le solde les oranges sont les soldes structurels hors intérêt. Tous ces pays-là vont devoir faire des efforts pour passer dans la zone positive au cours des 4 ou 7 prochaines années. Ce qui est absolument, à mon avis, complètement irréaliste. Irréaliste. Euh, Simplement parce que ça va créer des tensions sociales, parce que ça va, au bout d'un an ou deux, on va se trouver devant un mur. Ceci étant, tout ceci a été voté par des majorités de droite, par une majorité de droite au Parlement européen, et a été approuvé par des pays qui, au Conseil, sont avec des majorités de droite. Mais je reviendrai après sur la question enfin, sur la question de l'économie politique, un petit peu de cette affaire. Alors, il y a un deuxième point qui est important à savoir, c'est dans quelle mesure ces règles tiennent-elles compte implicitement ou explicitement des problèmes de changement climatique et de la biodiversité, et plus généralement des questions environnementales et sociales. Je vais la contenter juste au changement climatique. Euh, En réalité, il y a chez les ministres des Finances, je crois, chez les financiers en général, une idée que finalement, l'impact, c'est assez dans longtemps et c'est pas si grave. Je vais donner quelques exemples de ça.
Ça, je crois, Mireille le sait aussi. C'est un standard. Et la deuxième chose, c'est que on ne tient pas compte de le fait qu'on investisse, même dans l'adaptation, euh, n'est pas un facteur qui va permettre d'atténuer l'impact du changement climatique dans le modèle macroéconomique. J'ai décrit le modèle macroéconomique dans ses grandes lignes, et à aucun moment précédemment, j'ai dit les investissements vont réduire, vont permettre de réduire l'impact négatif du changement climatique. Ce n'est pas dans le modèle. Point barre. Donc c'est ce qu'on appelle la double matérialité qui est paradoxalement est introduite et imposée aux entreprises maintenant dans la directive sur la responsabilité sociale et environnementale. C'est-à-dire qu'ils doivent non seulement mettre en évidence les risques qu'ils courent du fait du changement climatique, mais ils doivent aussi mettre en évidence l'impact positif ou négatif qu'ils font courir au climat ou à la planète. Ça, les trésors s'en abstiennent encore. Je dis bien les trésors parce que c'est véritablement un problème de ministère des Finances. Alors, je veux un petit peu documenter ce que je viens de dire. Euh, En 2022, et les parenthèses là dans cette citation, elles sont dans le texte, hein, c'est pas moi qui les ai inventées. En outre, bien que les impacts du changement climatique n'aient, entre parenthèses, pas, alors entre parenthèses, encore d'importance macroéconomique par rapport à d'autres déficits budgétaires existants. Alors, le code, c'est que les autres déficits budgétaires existants, c'est le problème du vieillissement des populations et des retraites. Ça, les ministres des Finances sont extrêmement conscients et ils font tous les ans un rapport sur les conséquences du vieillissement de la population sur les budgets à très long terme, à 2030, 2040, 2050. Le long terme pour le changement climatique, ce n'est pas encore, et là je dis aussi, n'est pas encore considéré comme quelque chose qui a de l'importance. Et alors ça continue, et les effets économiques budgétaires négatifs d'événements extrêmes, entre parenthèses, potentiellement plus fréquents et plus intenses. Ça, écrit en 2022. C'est un déni, c'est-à-dire c'est un déni. Et je sens là, pour avoir travaillé dans ce genre de bureaucratie, les tensions qu'il y a dû avoir entre le rédacteur, le chef d'unité, le directeur général, entre les services, etc. Où finalement, on a écrit des choses entre parenthèses, potentiellement, pas encore, etc. Parce qu'il y en a un qui a dit, attendez, vous vous moquez de moi, là, franchement. Le problème, c'est que les économistes, globalement, et là, il y a un résumé de la littérature académique par le GIEC, disent des choses aussi complètement aberrantes depuis des années. Le résumé par le GIEC, c'est avec une hausse de la température de 4 degrés, on aurait une baisse du PIB global mondial en 2100. Je ne sais pas qui peut calculer le PIB en 2100, mais enfin, de 10 à 23%. Or, nous savons tous qu'à plus 4 degrés, ce n'est plus assurable et on est dans une situation où on ne sait pas ce qui se passe. Donc, donner des chiffres. Là-dessus, c'est aberrant. Et ça, c'est une manie des économistes de dire, écoutez, bien sûr, ça va faire moins 10, moins 12, moins 40% à tel horizon. On sait que c'est très incertain. En réalité, on sait qu'on n'en sait rien, mais je vous donne quand même le chiffre. Et ce sont ces chiffres qui restent après dans le débat politique. Et ça c'est assez grave. Moi, je vous suggère je pourrais passer la Carbon Tracker a fait récemment un excellent rapport signé par Kim sur cette problématique. Et j'avais écrit en 2020 déjà une question, j'avais critiqué la représentation de la question climatique par la Commission et ce genre de biais. Donc c'est vraiment un problème, donc c'est une espèce de déni. Euh, mais c'est un choix politique, hein, parce que ils le savent. Ils lisent la presse comme nous, hein. Ils sont pas stupides, hein. En général, ils sont même très intelligents, hein. Donc il y a un problème, choix politique, choix institutionnel, la conséquence des institutions. Il faut voir.
Ici, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé, enfin modérément amusé d'ailleurs. C'est, ils considèrent que euh, disons, l'impact du changement climatique est exogène dans le système économique. Et c'est assez typique de la façon de penser des responsables dans les ministères des Finances. C'est-à-dire, au fond, notre système à nous n'est pas dans la biosphère, n'est pas dans la planète. C'est séparé. Et donc c'est quelque chose. Parce que la première fois où j'ai vu ça, j'ai dit, attends, ils se sont trompés là. Ils disent pas ici endogène et ici endogène. Donc j'ai lu 3 fois et et je me dis, c'est moi qui pense plus bien. C'est moi qui ai arrêté de penser comme eux. Donc finalement, j'étais assez content. Et donc voilà. Autre, autre chose qui est aussi intéressante, qui a été écrite par la Commission européenne en 2020, les politiques d'adaptation qui sont susceptibles d'augmenter les dépenses publiques et éventuellement la dette publique à court terme pourraient accroître la résilience aux effets météorologiques défavorables à long terme et réduire la gravité des dommages à des effets plus modérés. L'estimation de leur impact sur la croissance à long terme comporterait un certain degré d'incertitude, mais devrait être prise en compte. Je suis d'accord, je ne mettrai juste pas les conditionnels à tout bout de champ. Mais en fait, je suis d'accord là-dessus. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Donc, ils ont écrit ça en 2020, mais ce n'est pas fait. Mais ce n'est pas fait. Et donc, il y a aussi là, en quelque sorte, le déni sur l'ampleur de l'impact, plus le fait qu'on ne tient pas compte de ça. Donc maintenant, un petit peu d'économie politique, parce que quand même, faut essayer de comprendre ce qui se passe là. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler du comité économique et financier, qui est un comité euh, qui est établi par le traité, qui prépare les conseils ECOFIN, parce qu'on va quand même pas laisser les conseils ECOFIN préparés par les représentants permanents à Bruxelles, qui sont des diplomates qui ne comprennent rien à la finance, euh, qui est composé des directeurs du Trésor, qui a des réunions mensuelles très souvent avec la Banque centrale européenne, euh, et qui forment en quelque sorte ce qu'on peut appeler une communauté doctrinale et de pouvoir qui vise la durée. Et je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Ce sont des gens euh, qui ont développé au cours des années une doctrine qui travaille sur la base de consensus, parce que dans les finances, on va pas euh, qui doivent vendre ce qu'ils décident à Bruxelles, qui doivent le vendre à leur opinion publique. Le ministre des Finances doit le vendre à ses collègues après du gouvernement, etc. Donc, ils sont extrêmement une très forte cohésion. Et on parle souvent de ces questions en termes d'opposition entre pays frugaux et pays non frugaux. Moi, je suis persuadé qu'entre un directeur du Trésor français et un directeur du Trésor allemand, il y a plus de connivence et de compréhension réciproque qu'entre le directeur du Trésor français et ses homologues dans les ministères dits dépensiers. Et donc, je pense que là, il y a un vrai problème. Publicité des débats et des comptes rendus, aucune. Je vous conseille d'aller voir la page web du site Economic and Financial Committee et vous verrez que c'est assez succinct. Et le rôle de la commission, qui reçoit toujours tous les coups, est en réalité de forger le consensus et de le mettre sur papier. Donc je pense que là, il y a un problème d'inertie dans le processus de décision qui est qui est assez important et qui évidemment a sauté au moment de la crise du Covid. Au moment de la crise du Covid, il y avait un accord sur l'urgence, sur les priorités, et donc à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de règles pour se coordonner. Mais dès qu'on n'a pas un, 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 un événement de ce type qui va créer la cohésion complète, à ce moment-là, on arrive dans ce qu'on peut appeler un piège à décision, un piège de décisionnel, le piège de la décision jointe, où les décisions doivent être prises à l'unanimité parce que ils doivent se faire réciproquement confiance, parce qu'ils doivent, la fois d'après,
donner quelque chose et cette fois-ci, ils reçoivent quelque chose. Donc, c'est véritablement une communauté de ce type-là qui joue. Et donc, à ce moment-là, c'est le genre de communauté qui arrive très difficilement à décider des évolutions. Et c'est ce qu'on appelle un Scharf, que Mireille connaît peut-être, puisqu'il a été prédécesseur d'un de ses économistes préférés. Frustration sans désintégration et résilience sans progrès. C'est-à-dire que c'est véritablement des processus décisionnels qui génèrent de la frustration, mais qui restent ensemble, qui restent cohésifs et qui font de la résilience sans progrès. Donc, la conclusion de ça, c'est que il va falloir continuer, mais j'aimerais à nouveau répéter, ce sont des politiques de droite, ce sont des encadrements de droite, ce sont des choix politiques qui sont faits, et donc tant qu'on n'aura pas des majorités de gauche dans les différents pays de l'Union européenne, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas dans ce sens-là. Donc ça, c'est ma conviction. Donc c'est pour ça que je pense que le mieux, c'est quand même de mettre à jour ça et de montrer la problématique et de voir qu'au niveau des budgets nationaux, on arrive quand même à faire avancer les choses. Mais enfin, c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt difficile. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pas été trop long. Si, quand même. Euh, Ceux qui veulent voir, je viens de sortir une petite note sur mon site sur ce sujet. Donc, il y a aussi une note plus technique qui pourrait, c'est ceux qui veulent approfondir. Voilà. Merci à tous les deux. Je vous propose de passer à la séance de questions-réponses. Je crois qu'il y a déjà une question de Pascal Verdeau. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez là? Oui, fort. Oui. Merci pour ce web séminaire. Pascal Verdeau, je suis ancien correspondant européen à Bruxelles de France Télévisions. Une question à Madame Martini et peut-être une remarque préalable pour vous dire que je ne partage pas votre pessimisme sur la taxe carbone aux frontières, ou plus précisément sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, puisqu'il faut rappeler que ça n'est pas une taxe, mais un prélèvement variable sur le prix du CO2. Les premières études dans la montée en puissance qui se fera également avec la fin des quotas gratuits évoquent des ressources comprises entre 5 et 14 milliards d'euros par an. Et depuis d'ailleurs quelques mois, les importateurs chinois, turcs vers le marché européen ont l'obligation de déclarer les émissions de CO2 liées à leur processus de production. Mais j'arrive à ma question, elle porte sur les ressources propres. Alors vous allez me dire que c'est le vieux serpent de mer, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur la taxe plastique, etc. Vous n'avez pas évoqué la taxe sur les transactions financières qui désormais, depuis quelque temps maintenant, est portée et endossée par le Parlement européen. Premier rapport là-dessus, il y a même eu un rapport de José Manuel Barroso qui n'était pas vraiment un homme de gauche il y a quelques années. Cette taxe, selon certaines études, pourrait rapporter entre 45 et 50 milliards d'euros. Donc là, on n'est plus sur des quantités négligeables. Elle se heurte au volontarisme de certains États comme la Belgique et aux freins de certains États comme la France. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez, Madame Martini, avec peut-être là aussi une petite appréciation. Est-ce que la Commission européenne et les États membres auront le courage politique d'affronter les marchés financiers sur cette TTF? Oui, alors merci beaucoup pour la question. Ça m'intéressera d'ailleurs de savoir si Olivier veut dire ce qu'il en pense. Moi, j'ai travaillé pas mal sur la TTF en, jusqu'en 2020. Alors, ce dont je me souviens, c'est qu'il y a eu un cheminement, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais
il y a eu une procédure unique d'accord qui a été lancée entre les pays. Je crois que c'est Pierre Moscovici qui s'occupait de ça à l'époque. Euh, et puis, ça n'a toujours pas avancé. C'est-à-dire que euh, le, au niveau européen, on arrive, je ne suis pas sûre qu'on ait un accord d'implémentation de cette taxe. Et ce dont je suis sûre, c'est qu'au niveau français, il s'est passé ce qui se passe toujours, vous l'avez dit vous-même, avec les marchés financiers, c'est-à-dire que la loi a été approuvée, comme aussi la loi très importante sur la séparation bancaire, hein, et ensuite, elle a été détricotée par les financiers qui ont très très fortement réduit l'assiette de la taxe. C'est-à-dire qu'en France, on a une taxe sur les transactions financières qui ne porte pas du tout sur ce sur quoi elle devrait porter et qui donc rapporte de l'ordre de 2 milliards par an. Bon. Donc, là encore, si vous voulez, moi, je ne veux pas être pessimiste, enfin, ça serait bien d'y croire. Je comprends qu'on veuille être optimiste, mais je n'y crois pas une seule seconde. Et, euh, et les faits me donnent raison. Ça n'avance pas. Elle est toujours pas là. Ça doit faire 10 ans que ce dossier est en cours. Et à ce propos, je voudrais en profiter avant de laisser la parole à Olivier pour dire une petite chose sur la dernière chose dont Olivier nous a parlé, qui est très intéressante, qui nous parle de ce comité économique et financier où il y a les directeurs du Trésor. Ce que je vais dire, c'est personnel, mais moi, ce que je crois, c'est que si on avait des directeurs du Trésor qui étaient des directeurs de Trésor, ça serait bien. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est que les directeurs des Trésors aujourd'hui sont des hommes des marchés financiers. C'est-à-dire que le cœur du pouvoir, c'est ce comité, et ce comité, ce sont les marchés financiers. Donc, c'est eux qui gouvernent. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Vous voyez? Donc voilà. Et Olivier, est-ce que tu as plus d'optimisme que moi sur la TTF? Non, sur la PTF, je pense pas. Je pense que le grand projet pour la prochaine législature, c'est enfin, c'est aussi un serpent de mer d'ailleurs, c'est l'union des marchés des capitaux. Et l'union des marchés des capitaux, c'est réduire les coûts de transaction sur les transactions financières, donc essentiellement. Donc je pense pas que ce soit véritablement au goût du jour. Où il y aura peut-être des avancées, je ne sais pas ce que tu en penses, Mireille, c'est sur la taxation des sociétés. Il y a quand même ici des avancées qui sont faites, je ne sais pas, et qui ont été faites, qui me paraît plus prometteur que la taxe sur les... enfin, c'est en effet un serpent de mer, parce que je me souviens quand j'étais à la DG ECFIN, on en parlait déjà. Donc c'était déjà, les années 80, c'était déjà, ça revenait régulièrement sur la table ou peut-être 90 d'ailleurs, non, même 80. Et je crois en effet, je ne pense pas que ce soit véritablement. En revanche, taxer les hauts revenus et taxer les sociétés devrait être possible s'il y a une volonté politique. Mais je rejoins ce que tu dis, Mireille. Enfin, je vais pas taper sur les directeurs du Trésor trop, mais enfin. Tu as raison, leur clientèle, c'est d'abord leurs ministres, ce sont à l'intérieur des gouvernements, c'est aussi leur système bancaire, etc. Donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement contraints dans leurs décisions. Et c'est pour ça aussi que cette phrase, c'est véritablement, ils sont très cohésifs, mais en même temps, ça crée une inertie extraordinaire tant qu'il n'y a pas un coup de massue qui vient comme la crise du Covid ou la guerre en Ukraine, où là, véritablement, faut sortir des dogmes. Mais la réintroduction des règles budgétaires, ça m'a étonné. J'ai jamais entendu. La seule raison pour laquelle les règles budgétaires ont été à nouveau introduites, qui a jamais été exprimé vraiment, c'est mais on peut pas rester plus de 4 ans sans règles budgétaires. Mais why? Why not? Mais pendant la crise du Covid, pendant qu'elles étaient suspendues, ils étaient obligés de se coordonner de façon en regardant les besoins, en faisant des analyses réciproques, en ayant en regardant ce qui se passe dans le secteur de la santé.
pendant la crise du Covid, en regardant ce qui se passe du côté des dépenses militaires, du côté de l'énergie, l'approvisionnement en énergie. Là, ils ont été obligés d'intégrer le reste du monde dans leur raisonnement. Maintenant, dès qu'ils ne le sont plus, ils s'accrochent à des règles parce que ça leur facilite la vie. Oui, Et oui, mais parce c'est que ça vraiment leur facilite la vie, mais parce que les marchés financiers le demandent. Oui, oui, Pour moi, c'est directement lié à l'émergence de la dette commune. et je pense Les à ma... agences de notation, elles disent, OK, il nous faut un budget. Donc, encore une fois, ils gouvernent. Bon, voilà, je pense que... Et d'ailleurs, il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé et que je souhaite mentionner quand même, parce que c'est encore une grosse difficulté supplémentaire, qui est bien détaillée dans le rapport d'Allianz que vous avez c'est qu'il y a un autre candidat au dépassement budgétaire, c'est les dépenses militaires. Ah oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des gens qui disent il faut absolument que l'Europe puisse se défendre, Oui, donc oui. il faut qu'elle puisse allouer 2% de son PIB aux dépenses militaires. Donc maintenant, on a un gap de 5%. On a Oui. 3% qui manquent pour le climat et 2% pour la défense. Et si on prend en compte les rapports de lobbying et d'influence, y compris internationale, etc., du consortium militaro-industriel qui est extrêmement puissant, la concurrence pour les investissements entre le militaire et le climat, là aussi, je ne sais pas si c'est du pessimisme ou de l'objectivité de voir assez vite où elles vont aller. Euh, je pense que on est à une véritable, euh, on est dans une situation qui est quand même, euh, Oui. qui est quand même très, 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 très difficile. J'ai envie de dire qui est très difficile du point de vue des investissements d'intérêt général et donc des investissements dont on a besoin pour le développement économique, le développement social, l'harmonie, la croissance, etc. Voilà. Une question peut-être un peu naïve. Il y a quand même un secteur financier important aujourd'hui qui commence à tirer la langue et qui commence à alerter tous azimuts de son incapacité à jouer son rôle avec un réchauffement qui s'accélère. C'est celui de l'assurance et de la réassurance, qui sont aussi les deux des gros investisseurs sur des tas de sujets. Est-ce que le fait que cet acteur imposant sur les marchés financiers, dans les politiques de régulation, le fait qu'ils disent moi je ne pourrais pas continuer longtemps, c'est pas de nature et à réveiller de leur léthargie les directeurs du Trésor et à susciter un peu d'appétence pour la finance climat de la part des gouvernements et peut-être de la part des journalistes. Mireille? Moi, euh, dans Enfin, une certaine mesure, oui, parce que moi je pense que les questions vont se poser très vite. Je pense que ce que vont faire les assureurs, en gros, et je le pense parce que c'est ce qui est dit dans les documents réglementaires prudentiels des assurances au niveau européen, donc c'est pas une pensée, c'est un fait, c'est que leur première solution, ça va être de reculer, enfin, de se désengager d'un tas de choses, de mettre en place des solutions d'assurance privée qui sont en train de se développer très vite. Et c'est seulement en cas où l'assurance privée, qui existe déjà en Floride, par exemple, euh, euh, ne pourrait pas combler quelque chose d'une ampleur dramatique, genre Covid, que des politiques publiques d'assurance et de réassurance seraient envisagées. Bon. Et bien sûr, je pense que ça va arriver. C'est-à-dire que le jour où la mer passera la dune dans les côtes françaises, c'est exactement ça qui va se passer. On va avoir un problème macroéconomique, bon, au niveau de la France. Donc, le fait qu'ils alertent, c'est bien pour l'opinion, c'est bien pour le politique, c'est bien, bien sûr, mais c'est toujours pareil. Les marchés financiers se sont fabriqués une rentabilité intrinsèque, notamment avec le soutien des banques centrales qui continuent, et les assureurs n'ont pas besoin d'avoir, les assureurs ont la capacité de se retirer des marchés de l'assurance par rapport au risque climatique et de faire quand même beaucoup de profit. Donc c'est ça la difficulté, c'est que
Est-ce que ça pèsera sur les directeurs du Trésor? Moi, j'ai envie de dire non. Ça ne pèsera sur les directeurs du Trésor que le jour où il y aura un problème social ou politique. Voilà, c'est ce que je Vous, pense. vous mentionniez l'exemple de Floride qui est effectivement tout à fait passionnant puisqu'on voit le privé qui se retire, il oblige le public à devenir l'assureur en dernier ressort, ce qui oblige finalement les États, qu'ils soient fédérés ou nationaux, à emprunter sur les marchés pour financer une politique qui devrait être menée par des acteurs privés. Non, non, oui, 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 non, non, absolument, je crois. D'abord, c'est certainement dans la tête des directeurs du Trésor la problématique assurance, parce que les assurances se retirent déjà. Il y a déjà des phénomènes de retrait des assurances en France du marché où ils refusent d'assurer. Et donc, disons, le power game, le jeu de qui va payer a commencé. Et je pense qu'en effet, les trésors sont assez soucieux du hasard moral qui est là en jeu. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de leur réflexion. D'ailleurs, je pense que c'est les coûts implicites qu'ils vont avoir, les dettes implicites, il les calcule déjà Ah, euh, bien pour, sûr. pour le public. Donc, je crois que c'est un vrai problème. Et c'est clair que les assureurs, eux, disent, au fond, moi, je me retire et c'est la collectivité qui va payer. Et donc, et le problème, c'est que là aussi, enfin, on a introduit la double matérialité dans les systèmes, mais les assureurs eux-mêmes investissent dans des activités qui alimentent le réchauffement climatique. C'est-à-dire que Bien faut sûr. pas... Donc, il y a un problème, il y a un problème de régulation du système financier dans ses actifs, non seulement dans ses passifs assurantiels ou pas d'ailleurs, mais aussi dans la façon dont il investit, qui est assez grave. Et évidemment, ça porte aussi sur les activités de grands groupes comme Total, qui évidemment aussi gèrent ses actifs, la façon de rentabiliser un maximum le peu de temps qui nous reste à pouvoir encore utiliser du fossile sans avoir le ciel qui nous tombe sur la tête. Donc, je crois que et ça, c'est la solution qui va émerger. Je pense que personne ne peut la prédire parce que c'est vraiment un enjeu de pouvoir et de distribution des pertes qui est immense. Et donc, on peut essayer de lutter, mais moi, je crains que euh, conceptuellement, c'est extrêmement difficile à gérer aussi. Hein. C'est pas, je crois qu'il y a les think tanks, les ONG, les partis politiques qui arrivent à intégrer cette problématique sont quand même assez rares, parce que c'est D'ailleurs, compliqué. on en parle très peu pendant cette campagne. Oui, absolument. Ouais, ouais. Y a-t-il d'autres questions, remarques ou suggestions? Bon, visiblement, vous les avez pulvérisées. Désolé. Mais finalement, à vous entendre tous les deux, on a l'impression que, hors cataclysme climatique d'ampleur et si possible ciblé sur l'Europe, il n'y aura pas de mouvement. Mais ben, c'est un peu ma crainte qu'on va vers une législature perdue et que, il y aura probablement une accumulation d'événements catastrophiques. Et à un moment donné, le risque majeur qu'on a, c'est qu'à un moment donné, les marchés financiers tournent avant le politique. Ce qu'ils vont faire. Il y a une problématique là sur la question des anticipations. J'ai beaucoup d'amis qui disent oui, mais au fond, les 3%, plus 3 degrés, c'est pour 2050, 2060, donc ce n'est pas anticipé et donc il y a un problème. Moi, je crois que les marchés financiers, quand on va se rapprocher de 2030, et qu'on va voir qu'on ne tient pas les objectifs climatiques et de réduction de gaz à effet de serre, il y aura à un moment une bascule très forte. Donc, à la limite,
qu'on peut espérer, en étant un peu cynique, c'est que le cataclysme arrive par l'intermédiaire des marchés financiers avant qu'il n'arrive matériellement. Enfin, là, je brode un peu, mais enfin, faut quand même. Je crois à un scénario où les marchés financiers vont basculer beaucoup plus vite qu'on ne le pense là-dessus. Il y a un moment donné où même Pouyanné va dire, moi, je n'investis plus parce que ça va plus être tenable. Mais alors, si on assiste à ce retournement des marchés financiers, ça aurait quelles conséquences concrètes? Il y aura une redistribution majeure de revenus et une augmentation de la pauvreté et un redressement progressif de l'économie non carbonée. C'est tout le problème, c'est que ça, si on ne le fait pas progressivement avant, ça sera plus dur au moment où ça va se retourner. Parce que c'est vrai, ce que les ministres des Finances pensent aussi, et les directeurs du Trésor, c'est que, au fond, les inondations dans le Nord, Pas-de-Calais, tout ça, c'est peanuts pour eux, dans leur tête. Ils donnent 1 milliard, etc. C'est gérable. Tout ceci reste gérable pour une finance publique où il y a à peu près 40 à 50% du PIB qui est recyclé, disons 25% en impôts, pour ne pas parler des transferts sociaux. Mais tout ça, ça fait les grands titres. Il y a 3 maisons inondées ou 10 maisons ou tout un quartier inondé. Mais c'est peanuts, c'est peanuts. Et donc, ils pensent comme ça. C'est-à-dire que véritablement, ils ne pensent pas à la catastrophe et ils pensent. Et comme ça vient en petits morceaux comme ça, je pense que ça sort du radar. Ça, ils disent. Moi, je me souviens très bien, j'ai un directeur général qui m'a dit ça une fois, pas pour le changement climatique, mais pour autre chose. Il m'a dit, tu sais, on va leur donner tant et pour la cohésion, et puis après, c'est bon, là, on s'en occupe pas. Moi, je voulais m'occuper de la cohésion régionale. Il m'a dit, arrête, Olivier. Enfin, Donc, sauf qu'on c'est voit que ça, ça se ils passe. sont très cyniques, hein, ces gens. Ils sont très cyniques, hein, ces gens. À partir du moment où ça dépasse pas 10 milliards, c'est peanuts. C'est ça le truc. Politiquement, ça marche pas toujours. Je veux dire, on a vu que des pays qui ont été les grands bénéficiaires des aides européennes, je pense à la Pologne par exemple, qui doit, dont beaucoup de la prospérité doit quand même aux aides de la Commission. Aujourd'hui, a failli se retourner complètement contre le système européen pour des questions politiques internes évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne tient pas forcément un gouvernement par, pardonnez-moi l'expression, les couilles budgétaires. Ah oui, oui, non, on est d'accord. Mais je sais pas ce que j'ai donné l'impression de dire ça? Non, je crois pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que si les directeurs du Trésor considèrent que finalement on peut tenir des gens qui seraient dans le Ah, quiz à coup de subventions, d'aides, de soutien, etc., ça marche pas à tous les coups. Et plus ces événements se multiplieront et verront leur ampleur augmenter, plus ce sera difficile de tenir la Bleuzaille à tenir. non, non, on est d'accord, mais les deux citations que j'ai données, je pense qu'à l'intérieur de la Commission européenne et parmi les anciens collègues, il y en a un grand nombre qui sont complètement conscients des problèmes. Et ils l'écrivent même. Ils disent, il faudrait tenir compte de l'impact positif des investissements et tenir compte de l'impact positif des investissements dans l'adaptation, au moins dans l'adaptation. Parce que c'est vrai que dans l'atténuation, la petite musique va être l'Europe, c'est 7%, 8% des émissions de gaz à effet de serre, que c'est on arrête de nous emmerder. Mais, mais même dans l'adaptation, euh, ils disent il faudrait tenir compte de ça, ce qui voudrait dire qu'on dit si vous investissez dans l'adaptation, c'est un rendement élevé et donc on peut vous faire une règle verte qui va vous libérer, qui va sortir ces investissements de l'adaptation de la règle budgétaire, parce que c'est pour ça qu'on a lutté, ce qui n'a pas été accepté. Euh, mais même ça, ça a été le choix politique. Ah non, non, ça va pas. Et je reviens sur ce qu'a dit Mireille sur la défense. Là, en revanche, en effet, la défense est le seul poste qui va bénéficier d'un traitement privilégié dans les règles budgétaires. J'en ai pas parlé, mais dans le règlement sur la correction des déficits excessifs, la hausse des dépenses militaires sera considérée comme un facteur pertinent permettant de soulager, dont on ne tiendra pas compte pratiquement. Donc c'est une règle,
C'est une règle d'or pour les dépenses militaires. Donc, alors qu'on voulait, nous, une règle d'or pour les dépenses vertes. Mais Oui, voilà. c'est clair. Mais oui, mais à nouveau, un directeur du Trésor, quand il voit une inondation dans le Nord-Pas-de-Calais, pour lui, c'est pas un problème. Il- C'est pas un problème. Donc, c'est pas un problème financier. C'est marginal. Mais c'est vrai que le jour où ça va s'accumuler, après, quand on a. Mais quand on a les agriculteurs dans la rue, y compris parce qu'ils souffrent du changement climatique, pas seulement parce qu'il y a 3 tomates de trop qui viennent du Maroc, hein, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils doivent s'adapter, ben on lâche sur les pesticides, on lâche ci, on lâche ça, plutôt que de lâcher des sous. Donc il y a plein de marges. On peut jouer sur beaucoup de choses, donc avant de jouer sur l'argent. Mais ça, c'est partagé, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, Et qu'est-ce qui empêche les dépenses liées au climat d'intégrer la même ligne au règlement sur la correction des déficits excessifs, de rejoindre l'autre ligne verte, la ligne militaire? C'est un manque de pression politique, c'est quoi? hein. Eh ben, enfin, moi je peux dire, Olivier, puis tu me diras si tu... Parce que j'ai un peu participé à ça aussi. Moi, je crois que le militaire, c'est considéré aujourd'hui comme une urgence et un bien commun. Et puis bon, aussi, soyons réalistes, il y a évidemment beaucoup de lobbying, beaucoup de gros exportateurs, etc. Bon. Mhm. Mais dans mon expérience, le problème, c'est que le climat, c'est pas encore considéré, c'est ce que dit Olivier, ni comme une urgence, ni comme vraiment un bien commun. Moi, les politiques que je vois, notamment en France, ils considèrent le climat comme un secteur. C'est-à-dire, il y a un secteur qui s'appelle le vert. Alors, c'est l'énergie verte, puis c'est les bâtiments verts, puis c'est les transports verts. Alors, si on commence à ouvrir des règles préférentielles pour un secteur, pourquoi pas pour un autre secteur? Ça revient à ce que tu disais, Olivier. C'est-à-dire que, comme ils ne voient pas l'urgence, Ouais. euh, ils- Mais, pour- comme ils ne voient pas le problème, pour eux, il n'y a aucune raison de favoriser l'énergie éolienne ouais. plutôt que de favoriser. Et par contre, pour la défense, ben voilà. Donc, Non, non, je crois que c'est ça. Moi, c'est comme ça que tu je le as tout dis. à fait raison de me rappeler à l'ordre, d'ailleurs, parce que c'est un point que je dois faire, j'ai complètement oublié. C'est en effet euh, la construction du bien commun. Nous savons que le climat est un bien commun, mais ça suffit pas. Mais C'est-à-dire non, que ça doit être quelque chose de partagé politiquement. mais voilà. Quand je parle aux membres de ma famille, ils se moquent de moi. Donc c'est clair. Donc mais la défense maintenant, ça peut être construit comme un bien commun assez fortement, comme la question de la lutte contre le Covid a été construite comme un bien commun facilement. Et donc à ce moment-là, on peut faire avancer les choses. Donc je crois cette dimension politique, j'ai surtout parlé de la dimension technocratique, j'avais oublié la dimension politique, honte sur moi, mais je crois que Mireille a raison de souligner que, que la construction du bien commun en tant que politique est extrêmement importante. Et le climat, en effet, euh, euh, n'est pas. C'est-à-dire que si vous dites à un citoyen allemand que, à la limite, il vaut mieux retirer 1 gramme de CO2 moins cher en faisant un parc solaire en Italie, en Sardaigne, plutôt qu'en Allemagne, il va dire non. Mais pour lui, c'est Exactement. alors qu'évidemment, une molécule de CO2 retirée, où qu'elle soit retirée, c'est commun. Mais ce n'est pas ce n'est pas dans le logiciel. Donc, je pense que les politiques ont une responsabilité, en effet, de construire le climat, la lutte contre le changement climatique comme un bien commun. Et le problème, c'est évidemment que l'argument en disant mais oui, mais l'Europe, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est un bien commun mondial. Donc, c'est compliqué à développer comme c'est à faire. Et c'est vrai que si l'Union ne le fait pas, personne ne va le faire. Donc, il faut que l'Union le fasse de toute façon et soit le leader. Mais entre pays européens, c'est pas clair. Et même l'adaptation au changement climatique. Je pense que le pourtour méditerranéen,
va souffrir énormément, beaucoup plus que les autres pays, sauf ceux qui vont être les petits endroits où ça va y avoir des inondations énormes en Europe centrale. Mais enfin, le pourtour méditerranéen, ça va être généralisé. On va avoir des phénomènes de migration du sud vers le nord énormes, ou des adaptations, ou des appauvissements énormes. Mais ça, ça va pas être considéré, c'est pas encore, je pense que les Européens du Nord vont pas considérer ça que c'est leur problème, alors que c'est leur problème, c'est notre problème, Ah, clairement. sauf si les digues des Pays-Bas cèdent, auquel cas les Européens du Nord vont comprendre leur malheur. Oui, mais les pays, les connaissants, ils vont dire c'est nous qui nous en occupons. Euh, Laissez-nous tranquilles, c'est pas pour ça qu'on va payer pour la Sardaigne et la Sicile. On a assez à payer pour nous. Cette notion de bien commun du climat, elle a quand même été largement partagée dans les années 2018-2019. On a vu quand même des centaines de milliers de jeunes Européens manifester régulièrement, massivement, et ça a donné lieu quand même à certaines avancées politiques. Je pense à la loi climat en Belgique, je pense évidemment à l'accord, au consensus autour du pacte vert, en tout cas au début. Qu'est-ce qui fait que ça s'est dissipé? Ben, Moi, j'ai envie, si je dois répondre rapidement, mais un peu obnubilé par la finance, mais moi, je pense que ça s'est pas dissipé dans l'esprit des gens. Mais le problème, c'est que pour faire cette transition financière, climatique, il faut de l'argent. Et le problème, c'est que quand ça arrive sur la table des financiers qui gouvernent, et il n'est pas normal que les financiers gouvernent, eh bien, là, ça ne passe pas pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, on a un pacte vert, c'est ça. Il y a plein de très bonnes idées dans les réglementations européennes, dans les projets de loi, dans le pacte vert, dans le Green Deal, etc. Seulement, ça suffit pas. Il faut que ça arrive dans la réalité, et la réalité, c'est l'argent sur la table. Et c'est ben, l'accès. moi j'ai un complément à ça. À la limite, peut-être l'argent dans ma tête, est moins un problème, in fine. Je crois que c'est la capacité de mettre en œuvre des politiques publiques. Les administrations ne savent plus faire ça. Elles ont perdu l'habitude de mettre en œuvre des politiques publiques. C'est-à-dire que d'abord, ce sont des politiques publiques qui sont très nouvelles, qui doivent être mises en œuvre, d'une part. Et d'autre part, de toute façon, elles ont perdu les capacités, parce que les plus intelligents sont partis dans le privé. Et donc, on rachète à McKinsey les deux. Oui. Il faut être conscient que le plan d'investissement italien sous la facilité, ça a été écrit de A à Z par McKinsey. C'est Draghi qui a appelé ses copains de McKinsey, qui était Premier ministre à l'époque, et qui a dit, vous m'écrivez ça, parce qu'autrement, ça ne va jamais passer. C'est clair. Donc, on a vu aussi que l'administration publique de la santé, certaines administrations publiques de la santé, étaient complètement dépassées par le Covid. Et là aussi, il y a eu quelques malins qui ont dit, on va appeler McKinsey, ça va nous sauver la mise. Euh, donc, 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 en- donc il y a un problème de mise en œuvre et de réflexion. Quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, alors que tout le monde sait, mais enfin, tous les rapports de l'OCDE, tout le monde a toujours dit, attention, quand vous mettez en place une taxe carbone, vous devez faire attention aux effets redistributifs. Boum, on est allé dans le mur complètement. Il n'y a personne qui a réfléchi avant. C'est hallucinant. Donc, il y a des problèmes de mise en œuvre et de réflexion véritablement sur les effets redistributifs, sur les concessions sociales, etc., parce que ce sont des bouleversements importants. Et donc, ce qui s'est passé, que les agriculteurs, en effet, on n'a pas fait d'accompagnement social et intelligent des agriculteurs, et on n'a pas essayé enfin, en France, il y a des, enfin, il y a des corporatismes quand même qui sont très forts, et si on ne réfléchit pas 30 secondes à la façon de les gérer, et si on rentre dans le mur, si on va dans le mur, on rentre dans le mur, hein, c'est aussi clair. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème aussi de conception de ce qu'est la transition. C'est, euh, Pendant très longtemps, mais jusqu'il y a 2 ans, ce que les économistes racontaient, Tirole, etc., ils nous disaient il y a qu'à augmenter la taxe carbone et puis ça ira tout seul. C'est-à-dire, non, ça ne va pas tout seul, parce que ça a des tels effets redistributifs que, bien entendu, il faut mettre en place des politiques publiques. Heureusement, ce n'est plus le cas maintenant. Mais enfin, ils se sont un peu tus là-dessus. Mais enfin, pendant des années,
On a les économistes, mais encore le FMI, l'OCDE, le meilleur moyen de faire la transition, c'est de mettre une taxe carbone. Point barre. Et on fera de la redistribution, mais on sait très bien que la redistribution ne se fait jamais. C'est-à-dire qu'on met, c'est comme l'ouverture, c'est comme la globalisation. C'est-à-dire, ça va faire mieux, et puis après, on ne fait pas la redistribution nécessaire. Donc, c'est ça la problématique. Donc, moi, je pense que s'il y avait des bonnes politiques publiques qui étaient proposées, je pense que ce serait finançable beaucoup plus facilement. Et je pense que les trésors ont aussi, certains, une méfiance absolue dans les ministères dépensiers. C'est génétique chez les trésors. Enfin, je sais ça. Ils veulent avoir le pouvoir de dire non. Et ça, c'est un truc. C'est que leur comité économique et financier est un truc génial pour pouvoir dire non chez eux. Dire, ah oui, mais moi je veux bien, mais les règles budgétaires font que. Je peux Bon, pas. avant que Moscovici devienne commissaire européen chargé de la Ah non! régulation financière, il a beaucoup dépensé en France. Mais il était chez nous, hein, je crois. Je me souviens bien à Moscou ici, non? Oui, oui. Y a-t-il des questions, d'autres éléments de discussion? J'espère qu'on n'a pas été trop désespérant. Là, je ne sais pas. Mais bon, le combat continue, hein. La lutte continue, absolument. Oui. Non, non. Mais je pense, on est devant des problèmes difficilement solubles, hein, il faut dire, hein. Moi, je suis content. Enfin, être aux manettes dans l'état actuel, c'est pas facile, hein, non plus. Faut pas exagérer. Bon, est-ce que ça n'a jamais été facile? Non, non. En ce moment, j'ai l'impression que c'est quand même Encore plus difficile. la manière de s'accumuler Je vous propose qu'on mette un terme à cette discussion, qu'il y aura sans doute des suites, d'une façon ou d'une autre. Je vous remercie beaucoup, Mireille Martini et Olivier Baudin, de nous avoir consacré du temps.